va parler de certaines choses concernant le ring autour de Wemmel et Jet. Je suis Marlène Streuf, nous sommes de l'Organisation des autorités publiques flamandes qui organise les infrastructures des travaux autour du ring. On essaie de bien gérer cela. Aujourd'hui, on va vous donner une petite introduction ce que c'est ces travaux au ring, où est-ce qu'on est aujourd'hui. Hier, on a déjà regardé Grand Bigard. Aujourd'hui, on regarde des autres parties et puis encore une autre partie qui aura lieu vendredi. Mais aujourd'hui, il s'agit donc de Wemmel et Jet. Et donc, on va voir un tout petit peu le contenu sur les différents défis, les alternatives, etc. Quelles sont nos connaissances, qui a participé. Et puis, on va regarder les entrées-sorties 7A et les sorties et entrées Wemmel et Jet. Voilà. C'est beaucoup plus donc de ce que enfin, c'est beaucoup plus que le réaménagement en soi. Donc, vous voyez les vélocycles. Donc, en orange, il y a aussi les lignes du transport en commun en vert. Nous avons aussi beaucoup de points de MOP, des quick wins, des projets qu'on va faire de façon prioritaire qui se situent de l'autre côté du ring, comme à Pivot, Zaventem. Mais nous sommes déjà occupés en train de faire beaucoup de choses, même si les vrais travaux de réaménagement n'ont pas encore commencé, mais on a déjà entamé donc les travaux pour les cyclistes et aussi pour le transport en commun. Monsieur parle très, très, très vite. Les autorités flamandes, on travaille à ces travaux autour du ring, mais on le fait aussi avec les régies de transport pour la périphérie flamande, aussi de Louvain, aussi pour Bruxelles-Capitale. Donc, eux, ils collaborent aussi, mais il y a aussi les travaux dans la région, surtout toutes les administrations communales, les administrations qui travaillent à tous ces points MOP, les vélopoints, tous les autres trajets pour réaliser des clips malins dans les différentes zones résidentielles pour diminuer également le trafic de fuite sur le ring même. Voilà, nous avons commencé en mai 2018 avec les travaux. À ce moment-là, il y avait une alternative de faire des voies routières parallèles. Ça veut dire qu'on continue à le faire et en fait, on a donc organisé pas mal d'enquêtes, on a écouté toutes les personnes et en fait, il y a les différentes possibilités qui en sont sorties et donc il y a cette alternative que nous voulons vous proposer aujourd'hui. Donc, on a fait beaucoup de recherches et de cette alternative, on a supprimé quelques solutions parce qu'ils ne répondaient pas aux différents objectifs qu'on avait avancés. On a vu qu'il y avait certaines alternatives qui ne répondaient pas à ces objectifs. Et à présent, nous avons trois alternatives qu'on désire examiner de près pour réaliser avec pour but de commencer au printemps en 2022, c'est-à-dire maintenant de continuer nos travaux en combinaison avec les différentes alternatives pour qu'on ait un plan régional et plan d'exécution qu'on peut réaliser et mettre en route. Alors, qu'est-ce qu'on est encore en train de faire dans cette dernière étape? Ce sont les objectifs de plan que vous connaissez peut-être parce que ça fait déjà présenté. Ils sont équivalents tous les quatre. Ce n'est pas qu'il y en a un qui pèse plus que d'autres. Ils ont tous une valeur équivalente. Par exemple, il y a premièrement la sécurité routière et une meilleure circulation sur le ring. Ça, c'est tout aussi important qu'augmenter la viabilité autour du ring et aussi pour diminuer le trafic de fuite d'une part et aussi faire en sorte que le ring en tant que barrière soit éliminé et qu'on peut aussi diminuer les poussières fines le long du ring. Et puis, il y a l'augmentation de l'accessibilité multimodale qui est également très important comme troisième objectif aussi pour les cyclistes
Et puis, il reste encore l'augmentation de la viabilité du ring, aussi bien pour l'homme que pour la faune et la flore. Il y a donc différentes liaisons qu'on a identifiées qui sont présentes dans chaque alternative. Donc, aussi bien la liaison de l'infrastructure pour les piétons, les cyclistes et les véhicules, aussi les liaisons pour le transport en commun. Je vais travailler un peu moins vite pour garantir la traduction. C'est bien gentil. Puis aussi, il y a les liaisons pour la viabilité, c'est-à-dire les réseaux bleus et verts, les cours d'eau et l'environnement aussi qui doit être respecté, hein, que lorsqu'ils traversent le ring, qu'il y ait de l'air qui est d'une qualité, d'une meilleure qualité. Il reste encore 3 alternatives aujourd'hui qu'on va vous expliquer brièvement donc aujourd'hui. Et puis, il reste encore quelques variantes. Les variantes, ce sont des possibilités qui sont présentes dans chaque alternative. Par exemple, à quelle vitesse est-ce qu'on va le réaliser? Ça peut être 70 km de l'heure ou 90 km de l'heure. Les deux sont possibles. Donc, il y a des espèces de variantes qu'on peut appliquer sur chaque alternative. Et puis, il reste encore quelques scénarios de développement qu'on aimerait réaliser dans l'avenir, comme les shifts qu'on veut réaliser ultérieurement pour qu'il y ait moins de déplacements à faire en voiture. Voici les différentes alternatives et variantes qui vont encore être abordées plus tard pour la région dont on parle aujourd'hui, mais on part d'une situation existante où on voit que les entrées et les sorties sont trop rapprochées l'une de l'autre. Afin de résoudre cela, il y a en fait 3 possibilités qu'on a pu identifier. La première possibilité, c'est avec le relié, hein, donc le trafic qui existe et le trafic sortant pour que ça puisse être garanti aussi bien sur les bretelles d'entrée que de la sortie. Deuxième alternative, c'est de séparer le trafic de ring et le trafic de transit et le trafic sortant, où on va faire en parallèle une route parallèle qui serait créée et une route principale. Je vois qu'une question. Je vois dans le chat, donc oui, il est possible de suivre la traduction. Pour cela, il faut cliquer sur le globe interprétation où il est 3 petits points où il est mis More. Vous pouvez cliquer sur interprétation et choisir le canal français. Il y avait encore une troisième possibilité, c'est-à-dire une route latérale, un boulevard de ville comme le Single à Anvers, qui se trouve que d'un seul côté de l'autoroute, mais cette alternative a été supprimée parce qu'on voit qu'en termes de mobilité, aussi bien sur le point de vue spatial, ça ne la répond pas aux différents objectifs. Alors, qu'est-ce qui est avancé à présent? C'est une troisième alternative, c'est une combinaison de la première alternative, une dans la zone de la deuxième dans la zone de Zaventem pour qu'on puisse donc voir selon la situation et ne pas choisir un seul système. Merci, Marijn. Alors, on va prendre le relève, Bart et moi. On veut tout d'abord vous remercier pour l'attention, pour la continuation de ce projet. Aujourd'hui, il y a 2 semaines, on a eu des sessions thématiques sur le trajet du ring, aussi bien du point de vue mobilité que du point de vue de la viabilité. Le projet du ring nord a été approché
Ces webinaires sont également disponibles sur le site web. Ce que nous voulons réaliser aujourd'hui et qu'on fait à quelques reprises cette semaine-ci, on regarde les différentes sous-zones dans lesquelles se trouve le ring, d'en discuter séparément pour pouvoir aborder spécifiquement les différents problèmes qui se présentent ainsi que les opportunités lors du réaménagement du ring dans ces différents sous-zones. Aujourd'hui, dans cette session, on va donc parler de la zone 3, c'est-à-dire OML-JET. Vous voyez ici spécifiquement la situation du ring entre la zone résiduelle de Wemmel-Laken et JET, avec le plateau du Hezel que vous pouvez voir aussi, la Z, les entrées et les sorties du parking C, l'hôpital universitaire et les entrées et sorties de JET, les différentes bretelles, donc vous pouvez voir sur cette photo. Alors, ce que nous faisons dans chaque sous-zone, c'est de faire une analyse des différentes opportunités, les difficultés, les défis que nous rencontrons dans les différentes sous-zones et qui sont reliés en partie au ring et où le réaménagement pourrait représenter une opportunité pour améliorer la situation existante. S'il y a des opportunités claires, ce sont les paysages qualitatifs du côté du ring, comme le paysage protégé du Ronkelhof et aussi la présence de la vallée du Malbec. Ce sont vraiment des zones résidentielles très qualitatives où le ring est quand même une espèce de barrière. Il y a évidemment des défis aussi qui sont reliés à ce réaménagement. Un défi important, c'est de rendre le ring sûr en termes de sécurité. Et donc, c'est un suivi des différentes entrées et de sorties qui se trouvent à des distances très, très proches l'une de l'autre et que ça pose de très gros problèmes dans cette zone et que c'est à l'origine des problèmes de circulation, mais aussi des victimes. Donc, ce sont des défis très, très, très importants sur base des opportunités et des défis. Nous, on essaye de venir avec les différentes communes concernées. On essaye donc de réaliser les objectifs de ce projet ou de les mettre en œuvre demain. Marraine l'a déjà dit, les 4 objectifs que nous essayons d'avancer de façon prioritaire à travers les différentes sous-zones et qui vont être concrétisés ultérieurement dans les différentes zones. Donc, je ne vais pas tout parcourir, mais quelques exemples intéressants sont dans le cadre de la viabilité et aussi de l'intégration du paysage. C'est évidemment la réalisation ce sont des écoconnexions transversales au-dessus et le long du ring. Autre aspect très important est dû à l'analyse ou est suivi de l'analyse que le ring représente quand même un obstacle entre les différentes zones résiduelles. Donc, on essaye d'augmenter la qualité donc, on va renouveler les connexions entre les différentes zones résiduelles. On parle aussi d'un module de programme de construction et aussi des cycles ou des véloroutes qui vont aller en direction de Bruxelles et qui doivent donc faire la connexion entre Wemmel-Laken et Jet. Donc, il y a également, dans le trafic des cyclistes, on essaye également de le réaliser et en partie, on peut essayer de le réaliser à l'avance. Donc, vous voyez ici le tracé souhaité de la véloroute qu'on voudrait réaliser aussi pour les différents mouvements
pour faciliter les autres moyens de transport. Comme un défi important, nous voyons également une partie de la vision. Enfin, le but, évidemment, c'est de faire de Ring quelque chose de sûr, qu'il puisse se passer, que les sorties et les entrées, que les différentes bretelles puissent être réalisées en toute sécurité pour améliorer cette sécurité routière. C'est un objectif très important dans la réalisation de ce projet. Avant d'aborder les différentes alternatives et la façon dont les alternatives vont prendre forme dans cette zone, Bart va donc aborder le problème du fait que les entrées et les sorties sont tellement rapprochées. Oui, merci Franck. Oui, donc les distances, donc les intervalles, ça, on aimerait bien vous le montrer à présent. Nous avons fait une image ici. Le plus important ici, donc on voit lorsqu'on part de l'A12 que selon les lignes directrices qu'on veut appliquer pour le réaménagement du ring, certaines distances nécessaires entre les échangeurs et un complexe de entrée et sortie d'autoroute. Lorsqu'on regarde les distances qui existent actuellement, et je pars ici de l'A12, on voit environ 1600 mètres de nécessaire entre l'axe de l'A12 et l'axe du complexe d'entrée et sortie du parking C du Ezel, et c'est une distance qui existe actuellement, donc c'est une bonne chose. Les problèmes commencent lorsqu'on va regarder plus loin à partir du complexe des entrées et des sorties du parking C. À partir de ce point-là, jusqu'au prochain complexe d'entrée et sortie, il faudrait environ 1500 mètres au minimum selon les lignes directrices. Et là, on voit qu'on a un peu plus de 1400 mètres. Donc, c'est beaucoup trop proche l'un de l'autre. Un peu plus loin, on voit aussi qu'il y a entre l'entrée et les sorties qu'on voit ici et l'entrée et les sorties de Z7 qu'il y a trop peu de distance. Dans ce segment, on voit qu'on ne répond pas aux critères pour un aménagement sûr. Lorsqu'on regarde cela plus en détail, je vais essayer de vous visualiser la chose. On voit qu'il y a une analyse de l'infrastructure de la route et on voit là où il y a des séparations des complexes. Ce sont les petites boules qu'on voit ici à l'image. Lorsqu'ils sont verts, lorsque ces boules sont vertes, on peut considérer que cette entrée et sortie d'autoroute est bien effectuée. Si la boule est rouge, cela veut dire que cela se passe d'une façon qui ne correspond pas aux critères ou aux normes. La même chose est valable pour les lignes de l'autoroute. Donc, lorsque la ligne est verte, elle correspond aux critères, aux normes. Lorsque cette ligne est rouge, elle ne correspond pas aux normes de sécurité routière. Donc, mis à part quelques situations sur le ring, on voit que les chaussées sur Bruxelles et l'entrée et la sortie de parking C a pas mal de problèmes d'infrastructure qui ne correspondent pas à ces normes. Concrètement, cela veut dire que entrer sur l'autoroute ou quitter le ring, que cela doit se passer sur des distances trop courtes, ce qui peut engendrer des mouvements très brusques ou très lents. La conséquence est la création d'embouteillages. Sur un jour normal, pendant un jour normal, à cette
location, il y a souvent des embouteillages, surtout sur le ring extérieur, et une conséquence importante de cette situation sont les accidents. Et donc, si on prend une carte concernant les accidents, on peut voir clairement qu'au niveau de la chaussée, il y a une concentration, mais aussi au niveau de Limburg-Stierenlaan et le complexe d'entrée et sortie de parking C. Donc là, il y a une haute concentration d'accidents. Mis à part qu'il y a 3 complexes qui sont peu éloignés les uns des autres, il y a aussi une structure de séparation qui n'est pas très claire. Il y a une défragmentation. Donc, au lieu d'utiliser les entrées et les sorties, ils vont utiliser d'autres entrées et sorties d'autoroute pour utiliser des routes alternatives pour quitter l'autoroute, des routes qui ne sont pas prévues à cet effet-là. Un problème qui est créé à cause de cela, c'est que le complexe d'entrée et sortie de JET n'est pas un complexe entier, ce n'est pas un complexe vers le ring extérieur, ce qui veut dire que le trafic depuis JET ou l'UZ Bruxelles est obligé de faire un déplacement depuis l'entrée du ring intérieur pour aller au Stierenlaan et retrouver le ring. Beaucoup de personnes vont faire ce mouvement d'une autre façon et donc bloquer des routes plus locales, par exemple à travers la chaussée romaine ou l'avenue Reina Street. Ils vont donc parcourir les zones résidentielles de Bemmel pour arriver au ring. Il y a certains qui vont d'ailleurs parcourir toute la chaussée romaine pour entrer l'autoroute de parking C. Tout cela mène à une structure complexe qui est difficile à lire et cela engendre aussi des interférences pour les réseaux, par exemple des routes cyclables, certains axes qui devraient uniquement avoir du trafic local, comme la chaussée romaine, par exemple. On voit beaucoup de trafic supplémentaire et cela interfère avec les cyclistes qui utilisent cet axe et aussi le transport public. On voit donc une structure qui mène à des points problématiques dans les zones résidentielles. Je viens d'expliquer qu'on a donc un problème de distance entre les différents complexes. On a fait un exercice pendant lequel on a replacé les complexes d'entrée et sortie d'autoroute en tenant compte avec les normes et les critères de distance entre les complexes. Je vais les expliquer ce scénario avec ces images-là. À gauche, une structure sans voie parallèle et à droite, un concept où on retrouve également des routes parallèles. Je vais d'abord rentrer en détail sur l'image de gauche et on part à nouveau de la 12 comme un axe fixe, un axe qu'on peut difficilement déplacer. Donc, si on prend une première distance, j'ai déjà indiqué auparavant que le complexe du parking C peut être maintenu à cet endroit, mais que les 2 prochains complexes d'entrée et sortie d'autoroute doivent être déplacés. Ce qui veut dire que pour la sortie d'autoroute de Bemmel doit être déplacée jusqu'après la chaussée de Bruxelles et pour maintenir le complexe de JET, il faut le déplacer. Ici, on arrive environ au point du bois de l'Arbeek, donc c'est au bord du territoire Nature 2000.
l'équidistance avec le complexe de Zelik est à nouveau trop proche et donc on ne peut pas atteindre cette distance minimale. Si on voulait donc déplacer à nouveau ce complexe, ça veut dire que la sortie qui se passe ici doit se passer en partie ici, mais qu'il y a aussi des routes qui doivent mener à cet endroit-là et ce n'est pas réaliste si on tient compte de Natura 2000 à l'intérieur du ring, mais pas non plus avec les territoires protégés et les territoires naturels à l'extérieur du ring. Lorsqu'on regarde le scénario alternatif avec des voies parallèles, lorsqu'ils sont prévus avec une vitesse inférieure, c'est-à-dire 70 km à l'heure au lieu de 100 km à l'heure, cela fait en sorte que les équidistances entre les différents complexes d'entrée et sortie deviennent plus petits. Donc, pour vous montrer, on repart de la 12, on prend la distance nécessaire jusqu'au prochain complexe d'entrée et sortie, pas de problème jusqu'à là. Et ensuite, on arrive de nouveau à une distance nécessaire entre les deux complexes. Donc, c'est 1250 mètres au lieu de 1500 mètres minimal. Et alors, on arrive au prochain complexe, donc celui de Wemmel, qui devrait être placé environ à hauteur de la chaussée sur Bruxelles. Si on veut garder ce troisième, il devrait être déplacé direction Bois de l'Arbé, ce qui veut dire que la distance entre ce complexe-là et Zelik est moins problématique, mais il y a de nouveau cette problématique des entrées et sorties de secours qui se trouve au milieu d'une zone verte. Une situation donc très complexe et dont on doit conclure que premièrement, nous voulons un ring avec une certaine sécurité routière, que tous les problèmes actuels du ring, qui sont la conséquence d'une mauvaise infrastructure, un mauvais aménagement de l'infrastructure, soient réaménagés pour qu'ils soient plus sûrs au niveau de la route. On veut donc plus respecter les lignes directrices au niveau des équidistances et cela veut dire également qu'on ne peut pas garder 3 complexes d'entrée et sortie de secours entre l'A12 et le N290. Donc, on ne peut pas garder ces 3 complexes. Il faut passer donc à 2 complexes, c'est-à-dire d'un côté le complexe 7A à parking C, qui représente donc le départ Bruxelles-Laken, Ezel et parking C, et d'autre part le complexe 9 qui représente le départ Jet Wemmel et le CHU Bruxelles. Le complexe numéro 8 doit être supprimé pour des raisons de sécurité routière et les équidistances qui ne peuvent pas être respectées. Cela veut dire donc qu'il n'y aura plus que 2 complexes d'entrée et sortie en tenant compte avec les distances, comme je le montre ici à l'image. Donc, il y a 2 images. En tenant compte des équidistances, on peut avoir un complexe environ à la hauteur du complexe parking C existant. Cela va être responsable pour l'évacuation à travers ce complexe et vers l'avenue Reina Street pour que Laken, Ezel et Parking C aient un point de sortie. Et pour des événements, il y a aussi ce complexe qui sera utilisé. Et d'autre part, on aura le complexe à l'ouest de la chaussée sur Bruxelles qui sera responsable pour les débats ou le lien avec Jet et Wemmel.
Les autres voies alternatives, par exemple la chaussée romaine, ne sont à nos yeux pas des voies qui peuvent être utilisées pour du trafic régional, plutôt pour du trafic local, pour les transports en commun, pour les cyclistes, mais ce n'est pas le but que quelqu'un quitte le ring ici pour traverser à l'intérieur de Bruxelles à travers cette voie pour arriver au complexe Ezel. C'est pour ça qu'on veut donner une fonction locale à cette chaussée romaine entre les deux points à l'image. Grâce à cela, il y aura une meilleure connexion avec les pistes cyclables. Il y aura aussi des véloroutes programmées à côté de la chaussée romaine et la même chose pour les connexions avec les transports en commun. Alors, si on travaille avec deux complexes d'entrée et de sortie de l'autoroute et qu'on exécute l'analyse de sécurité, on peut placer une infrastructure qui est entièrement conforme aux lignes directrices, autant en ce qui concerne les complexes et les distances entre les complexes. Comment ces complexes, ces entrées-sorties, à quoi vont-ils ressembler? Donc, si on dit qu'on a deux complexes d'entrée et de sortie d'autoroute, donc ce qu'on appelle le 7A, c'est parking C, et le 9, c'est celui de jet, on sait du passé, on a vu dans le passé que ce complexe du parking C avait une autre vue, une autre configuration, une espèce de configuration de trombone. Et donc, pour optimaliser le ring, on pourrait, pour le complexe 7A, avoir un complexe hollandais asymétrique. Qu'est-ce que cela veut dire? On a donc ce complexe classique hollandais où on a une entrée et une sortie d'autoroute de chaque côté qui se rejoignent sur une voie centralisée. Vous voyez ici l'infrastructure existante, vous voyez qu'il prend beaucoup plus de place que ce système-ci. Ensuite, au complexe de jet, nous pouvons également appliquer l'idée de base de ce complexe hollandais asymétrique, c'est-à-dire à nouveau une sortie et une entrée d'autoroute à l'extérieur et à l'intérieur de l'autoroute qui vont se rejoindre avec cette voie. On va encore voir d'autres alternatives à ces solutions-là, car il y a eu pas mal de réactions lors des moments de consultation et donc on a encore pensé à une autre configuration. Merci Bart. Alors, le placement de ces entrées et sorties d'autoroute ne vont pas forcément être les mêmes pour tous les scénarios. Donc, chaque scénario a peut-être un autre placement qui est légèrement différent et une autre distance donc avec les zones résidentielles de Jette et Bemmel. Lorsqu'on va voir ces alternatives qui ont été développées pour le ring et la définition pour l'environnement, on peut le voir en schéma. La première alternative est une alternative où le ring existant est optimalisé du mieux possible, ce qui veut dire que l'entonnoir existant est rallongé, qu'il y a une meilleure continuité dans le profil du ring et le trafic à destination est rassemblé. La deuxième alternative
comme Maren l'a également déjà expliqué, c'est donc cette structure parallèle et où les différents trafics sont séparés, autant dans la zone Wemmel que dans la zone Zaventem. Et puis on a l'alternative 3 qui est une combinaison des alternatives 1 et 2. Donc le trafic de destination est uniquement séparé dans la zone Zaventem, mais qui est rassemblé dans la zone Wemmel et Vilvoorde. Eventjes een doorsnede gemaakt ter hoogte van het open afritte-systeem van Limburg. Alors, voyons cela de près à la hauteur de l'avenue Limburg-Kusterom. Ça, c'est la situation existante, le ring, et puis la sortie et l'entrée. À gauche, vous avez le centre de Wellmus. De l'autre côté, désolé, je n'ai pas entendu. Et lors du réaménagement, ces sorties sera supprimé et un nouveau profil sera construit pour le ring qui est composé de 4 bandes et où il y aura des accès qui seront ajoutés. Alors, les lignes en rouge, ce sont les lignes de contour de routes alternatives. On va regarder cela en détail tout à l'heure. Donc, par rapport à ces profils, aussi bien dans les variantes pour les deux zones, je voulais déjà vous dire que malgré le fait que le profil sera plus uniformisé sur toute la longueur du ring, qu'on va réaliser beaucoup plus de gains d'espace en réaménageant le ring. Les gens qui ont déjà suivi les autres sous-zones ont déjà pu voir que là, à la hauteur des grands échangeurs, on va réaliser de grandes choses. Et alors, on pose parfois la question, oui, mais qu'en est-il dans les zones intermédiaires, comme dans cette zone de Lac Big Boss jusqu'à Jette? Eh bien, dans cette zone intermédiaire, dans ces différentes sous-zones, si on les prend ensemble, dans cette zone-ci, on peut démontrer également que grâce au réaménagement du ring, l'empreinte spatiale sera beaucoup réduite. Ici, avec ce qui signifie 60 hectares, donc une diminution de 60% par rapport à la situation actuelle. Ce qui est important dans l'histoire de cette sous-zone, c'est la forme spécifique que le ring a à cet endroit. Vous le voyez sur le profil en long. C'est en fait une espèce de diamètre à travers le ring. Et lorsque vous regardez sur le côté, vous voyez donc comment le ring se présente. Donc à gauche, vous voyez à la hauteur de la Z de Jet, on voit que le ring monte pour aller au-dessus de la chaussée de Bruxelles à l'avenue de l'Exposition pour être à son plus haut niveau, pour passer au-dessus de l'avenue Rena Street et puis pour baisser fortement pour aller en dessous de l'avenue Limburgstrom. Donc, vous voyez vraiment que c'est une espèce de bosse dans le paysage. Ici, on le voit encore mieux. Et autour, on a montré un peu où se situent les différentes zones résidentielles. Ça, c'est la raison pour laquelle, outre les alternatives au niveau du système, donc pour tout le ring, la différence entre les systèmes reliés ou distincts, qu'on a une variante spécifiquement pour la zone
Wemel-Jet où nous avons analysé s'il n'y avait pas moyen d'enlever cette espèce de bosse pour abaisser cela avec toutes les possibilités qui se créent ainsi, hein, au lieu d'avoir des passages en dessous de certaines chaussées, de garantir le passage avec des ponts paysagers. Ici, une photo aérienne. Donc, à gauche, il y a donc la Ken, l'UZ Bruxelles, la zone résidentielle de Jet, et puis Wemmel, et devant l'avenue Limburgsterum et les entrées et sorties existantes. Cela vous donne une idée d'une vision future si le ring peut être abaissé et où on travaillerait donc avec des ponts paysagers au-dessus du ring, ce qui garantit beaucoup plus de qualité et qu'on peut donc limiter les dégâts de la situation actuelle du ring et qu'on peut réaliser également la liaison entre les différentes zones résidentielles. Cela a également un côté technique. Bart va vous expliquer, car ça a encore des autres avantages sur ce plan-là. Comme vous le savez sans doute déjà, la route telle que Bart vient de la décrire, donc ici la ligne grise qui passe à travers la chaussée de Bruxelles et l'avenue Reina Street, surtout à la petite ceinture extérieure, le trafic qui vient de Villefort. Il y a donc une pente assez prononcée qui commence à la hauteur de l'avenue Limburgsterum et puis qui monte très fort pour passer au-dessus de l'avenue Reina Street et au-dessus de la chaussée de Bruxelles. Nous parlons là d'une, comme c'est indiqué ici, une pente d'à peu près 800 mètres avec un taux de pente, la partie la plus haute, de 5%. Afin de vous donner une idée, un taux de pente de 5%, c'est autorisé, mais alors la longueur sur laquelle ça se fait ne peut que faire 200 mètres. Et cette pente de 5% est plus longue que sur les 200 mètres. Ça veut dire que le trafic lourd, nous l'avons analysé, donc ils connaissent déjà une baisse de la vitesse, donc leur vitesse va baisser de 18,1 km à l'heure en moyenne. Il faut savoir, et pour cela je vous montre cette photo-ci, donc ici on parle de la pente à partir de l'avenue Limburgsterum vers la chaussée de Bruxelles, mais vous savez qu'ici aussi, il y a une route parallèle qui vient de la 12 et qui s'ajoute ici sur le ring. Et ici, il y a également l'entrée de l'avenue Limburgsterum vers Wemmel. Et un peu plus loin, il y a à nouveau la sortie. Maintenant, cette baisse de vitesse qui existe déjà sera encore renforcée à cause de ces mouvements, les mouvements de transport, enfin des véhicules qui rentrent sur le ring et qui vont faire en sorte que cette baisse de vitesse va encore être plus élevée. Comme Franck l'a déjà indiqué, il y a en fait on a envisagé deux autres profils. Le premier, c'est la ligne en rouge, telle que vous pouvez la voir ici. Vous voyez que la ligne rouge est plus ou moins la même que la ligne rouge de trajet actuel. Donc, cela signifie que pour la ligne en rouge, la baisse de vitesse des poids lourds sera plus ou moins similaire. Mais la seule différence, c'est que dans le projet, il n'y a... Donc, je reviens vers cette image-ci. Donc, il n'y a plus la 12 qui s'ajoute, il n'y a donc plus d'entrée du complexe qui vient de Wemmel. C'est 18,1 km à l'heure, donc de baisse de vitesse.
sera toujours présent dans ce cas-ci, mais ne sera pas renforcé à cause du trafic qui s'ajoute sur le ring. Et comme Frank l'a indiqué, nous avons encore envisagé un autre profil le long. Ça, c'est la ligne en bleu. Et vous voyez que cette ligne est beaucoup plus plate et qui passe en dessous de la venue de l'exposition, en dessous de la chaussée de Bruxelles et en dessous de l'avenue Reina Street. Ce qui fait qu'on est confronté avec une pente qui est beaucoup moins haute. Il faut regagner que 3 mètres de hauteur au lieu de 20 mètres. Cela signifie que la baisse de la vitesse sera beaucoup inférieure, en moyenne à peu près 5 km à l'heure, qui est due au poids lourd. À cela s'ajoute donc il n'y a plus le trafic venant de la 12 qui arrive sur le ring. Ce trafic a déjà été ajouté sur le ring avant et il n'y a plus d'entrée du complexe de l'entrée-sortie des bretelles de Wemmel, ce qui fera que les poids lourds vont pouvoir circuler de façon beaucoup plus fluide et par conséquent aussi les voitures pourront circuler de façon fluide et avec plus de sécurité routière. Voilà, ça ce sont donc ces différents avantages dus au fait que le profil long est plus bas. Et si on combine les différentes choses, aussi bien les alternatives et les variantes, voici un aperçu des différents scénarios, les différents aspects dans cette sous-zone. Donc, en résumé, nous avons ici à gauche la première alternative et la troisième alternative qui sont dans la même configuration sur cette zone-ci et la deuxième alternative dans la colonne de droite, avec chaque fois le profil long qui est comparable avec le profil existant et puis les deux poses alternatives du ring qui se distinguent surtout grâce au fait de comment ils vont se présenter dans le paysage. Voyons cela de plus près. Alors, vous voyez qu'avec l'alternative 1 et 3, en d'autres termes, où les trafics sortant, le trafic de transit sont agrégés, et vous voyez l'aperçu avec le profil existant où on passe au-dessus des différents chaussées, la chaussée de Bruxelles, l'avenue Reina Street et l'avenue Limburg. Pour cela, il y a des variantes qui ont été développées avec le même profil, mais le profil que vous avez vu en bleu. Et là, il y a 2 variantes qui ont été élaborées sur le plan donc, de l'introduction de ponts paysagers. Dans cette variante, il s'agit de 2 ponts de paysage à la hauteur de l'avenue de l'Exposition et l'avenue de la Reina Street, et puis un pont plus large qui peut former une espèce de parc entre le centre de Wemmel et la zone résidentielle de Laken. Une variante par rapport à ce que je viens de vous montrer, c'est avec c'est un peu, enfin, où on a cherché de construire un pont, enfin de faire aussi un pont paysager qui est aussi long. Donc ça, ce sont les 2 variantes que nous sommes encore en train d'examiner. Donc, on attend les résultats des effets environnementaux et aussi par rapport à l'analyse coûts et bénéfices. Donc,
On a la même chose sous l'alternative 2, mais alors la seule différence, c'est qu'ici, on travaille avec un système scindé où le trafic de transit et trafic sortant sont organisés sur des bandes séparées, mais où les variantes du profil en long sont donc organisées de la même façon. Dat kan je goed zien op deze plaats. Ici, vous pouvez bien le voir. Vous avez donc ici position en profondeur avec le profil du ring, avec la première alternative, et en rouge, c'est le profil de l'alternative 2. Voor die verdiepte ligging hebben we ook een aantal. Oui, donc on a essayé de visualiser cette question en profondeur. Première visualisation, c'est à hauteur de l'avenue Limburgstierum. Deuxième, sur l'avenue Rena Street. Et troisième, la chaussée de Bruxelles, l'avenue de l'Exposition. Donc ici, vous voyez l'avenue Limburgstierum actuelle, direction sud. Comme on l'a expliqué, on pourrait de cette façon-ci offrir une toute autre qualité entre les zones résidentielles, entre le quartier modèle et le centre de Laken, et les zones résidentielles de Wemmel. Donc, à la hauteur de l'avenue Limburgstierum, il s'agit d'un pont paysager assez large, ici avec les deux variantes. Ici, vous voyez la situation actuelle de l'avenue Rena Street, où le ring passe donc par-dessus, où il y a donc, on a affaire à un passage assez sombre. Si on veut abaisser la situation, on va également créer dans ce cas-ci un tout autre paysage. Et cela vaut également pour l'avenue de l'Exposition, situation actuelle. Là, vous n'avez pas uniquement le passage en dessous du ring, mais également beaucoup de connexions de ces entrées et ces sorties qui font en sorte que la qualité de ce passage pour les piétons et les cyclistes est vraiment en dessous de tout. Elle est ainsi qu'à cause ou grâce à ce réaménagement et grâce à la réorganisation de ces entrées et ces sorties, on va créer une connexion beaucoup plus qualitative entre les zones résidentielles, entre Jet et Wemmel. Vous pouvez vous imaginer que le profil de boulevard de l'avenue de l'Exposition passerait donc par-dessus le ring. Voilà, ça je le répète pour bien indiquer ce que signifient ces différentes alternatives et ces différentes variantes pour cette zone-ci. Ce n'est pas tombé des nues, ça a grandi surtout sur base des analyses préparatoires qui ont été faites grâce à la participation de rentrer en discussion avec les administrations communales, etc. Comme il avait déjà été dit, ça fait quand même un petit temps qu'on s'en occupe. On a commencé en juin 2018. Il y a à ce moment-là, il y a déjà eu une première enquête publique et sur base duquel ces différentes alternatives et variantes ont été développées pour ensuite avoir différents moments de communication par rapport à l'avancement de cette analyse pour, alors en mai de l'année dernière, sous forme de la note 2, d'avoir à nouveau une enquête publique. Et il y a des moments de communication qui ont été organisés à ce moment-là et dont est sorti
un retour très positif de la part de vous tous. Et avec ces retours, nous avons commencé à voir où il y avait encore des pièges ou des défis dans nos plans, où est-ce qu'il y a lieu de faire des corrections. Il y a encore eu des réactions qui ont rendu clair pour nous que ce n'était pas toujours aussi clair et où on a dû clarifier ultérieurement la communication. Et puis, ça a donné lieu à d'autres questions qui ont mené à d'autres optimisations et d'autres retours. Dus die inspraakreacties enerzijds zijn dat vaak ook algemene thematieken die aan bod Ces réactions étaient souvent des thématiques claires. Par exemple, la problématique de des eaux. Ça, c'est revenu l'année dernière. Mais un autre problème qui revient, c'est le trafic aux gorges dans les zones résidentielles, des choses auxquelles on avait déjà pensé, mais il est donc bien de voir que ce sont également les inquiétudes des riverains dans les différentes zones. À côté de ces inquiétudes plus générales, il y avait aussi des remarques concernant des éléments propres à des territoires. C'est pourquoi on a à nouveau fait des webinaires par région. Je ne vais pas les parcourir en détail. Comme je l'ai déjà dit, ces réactions ont mené à des corrections et des clarifications des argumentations. Et ceux-là sont repris dans la troisième version de la note de cadrage qui a été publiée début de cette année et qui est également disponible à travers ce site web. J'aimerais bien aussi approfondir un sujet. Depuis plusieurs réactions, on a pu voir des questions sur le complexe 9, c'est-à-dire le complexe de JET. Et on voit souvent revenir cet élément concernant le complexe sur le Dikkebeuklaan qui pourrait mener à des nuisances pour les environnements. Et donc, c'est pourquoi nous avons à nouveau regardé s'il n'y avait pas d'autres variantes pour l'aménagement de cette partie-là. Donc, il s'agit bien de l'avenue de l'Arbre-Ballon, Dikkebeuklaan, et pour les répartir sur différents axes. Et de cette façon, on pourrait réaménager d'une meilleure façon ce complexe à jet. Et pour ce variant, cette alternative, Bart va vous donner plus d'explications. Alors, d'abord, en introduction, j'avais déjà expliqué pourquoi nous devons passer de 3 à 2 complexes d'entrée et sortie d'autoroute pour raison de sécurité routière et les équidistances nécessaires pour pouvoir mener à bien ces entrées et sorties d'autoroute. Et vu que nous avons déjà un complexe à hauteur de parking C, nous devons avoir un complexe à hauteur de jet. L'entrée et sortie d'autoroute à hauteur de parking C se fera à travers une nouvelle connexion en dessous de la chaussée romaine et fera un lien avec l'avenue Impératrice Charlotte
et avenue de Stroper, le nouveau complexe de jet devra être déplacé. Cela a à voir avec cette équidistance dont on a parlé, mais également dû à la proximité du carrefour Chaussée-sur-Bruxelles et l'avenue de l'Exposition et avenue de l'Arbre-Ballon, Chaussée romaine. C'est donc un carrefour très congestionné. On a regardé où on pouvait déplacer l'entrée et la sortie d'autoroute et on peut voir que cela ne fonctionne pas de cette façon-là. Donc, on doit vraiment déplacer ce complexe. On sait que, vu que nous avons plus que 2 complexes au lieu de 3, on va supprimer le complexe à Wemmel, qu'à cet endroit, l'environnement sera moins embouteillé, mais que ce trafic va se répartir. Donc, d'un côté, direction le complexe de parking C et autre part au complexe de jet. C'est une constatation, c'est assez logique, c'est une conséquence logique. Qu'est-ce qui est important dès lors? C'est de faire en sorte que pour ces 2 complexes, l'aménagement, la configuration soit pensée de façon à ce que cela fonctionne fluidement, que les chemins locaux, ici ou ici dans les zones résidentielles, que les rues ne soient pas utilisées à mauvais escient pour un trafic de gorge. En ce qui concerne le complexe 7A, nous avons déjà pensé à un aménagement que j'ai déjà expliqué et il a l'air de fonctionner assez bien. Une autre question est le complexe de jet. Pour cela, nous avons pensé à 2 systèmes et on les a comparés. Je commence avec le système que nous avons également expliqué tout à l'heure, c'est le système d'un complexe hollandais asymétrique, c'est-à-dire une entrée et une sortie à l'extérieur du ring et une entrée et une sortie à l'intérieur du ring. Ceux-là se rejoignent à travers une nouvelle connexion environ située là où il y a la sortie de jet actuelle du ring intérieur. Ils se rejoignent ici et vont, grâce à un carrefour, rejoindre l'avenue de l'Arbre-Ballon. Avec ce système, on a également ici un carrefour, car il y a 2 mouvements de gauche qui doivent se croiser. Et donc, d'un point de vue de sécurité, nous voulons organiser cela de cette façon-là. C'est donc ce que nous appelons le complexe hollandais asymétrique. Nous avons pensé à une alternative, c'est abrévé SPI ou Single Point Interchange. Je vais expliquer cela. C'est un système différent de complexe d'entrée et de sortie d'autoroute. Et ce qui est important, c'est que du côté nord, nous avons également une connexion avec la chaussée sur Bruxelles. Ce système, on doit imaginer que c'est un complexe hollandais avec une entrée et une sortie à l'intérieur et une entrée et une sortie à l'extérieur. Mais là où il y a le mouvement vers la gauche qui se rejoignent en un carrefour, il y a un feu à un carrefour. Lorsque le feu est vert, pour le trafic qui veut aller à Wemmel, ils peuvent aller à gauche avec le trafic qui vient du ring extérieur pour rejoindre Jet. Donc, il ne faut pas de phases différentes dans l'organisation des feux.
La conséquence, c'est qu'au côté nord, nous avons aussi une connexion pour que le trafic ne doit pas passer tout par l'avenue de l'Arbre Ballon. Ici, on peut mieux le voir. Donc, je vais brièvement expliquer le complexe hollandais. À gauche, on voit donc le trafic qui vient depuis l'avenue de l'Exposition, c'est-à-dire quelqu'un qui nous vient de l'avenue de l'Exposition et veut rejoindre le ring. Il peut passer par l'avenue de l'Arbre Ballon et le complexe hollandais asymétrique, entrer sur le ring inférieur et ring extérieur. Au milieu, une personne qui vient de Wemmel peut à nouveau rejoindre l'avenue de l'Arbre Ballon pour rejoindre le ring extérieur ou intérieur. Quelqu'un qui vient du CHU de Bruxelles peut rejoindre le ring de cette façon. Quelle est la différence avec l'autre système? Je regarde ici l'image du milieu. Le trafic depuis Wemmel ne passe pas à travers ce carrefour-ci, mais qu'il passe par le côté nord du ring et peut rejoindre le ring dans les deux sens. Et donc, le trafic revenant de Bruxelles peut choisir de passer par là ou par le carrefour. Évidemment, il y a une option supplémentaire pour passer par ce carrefour du sud. Donc, ici, à nouveau, on peut passer par ici. Il y a une grande différence, vous le voyez, dans le trafic depuis et vers Wemmel, qui ne doit plus passer par l'avenue de l'Arbre Ballon. C'est ce que nous avons étudié. Quelles sont les plus grandes conclusions qu'on peut tirer lorsque je regarde le complexe hollandais asymétrique? On voit des éléments généraux avec l'environnement direct de l'entrée et des sorties et certains éléments qui sont d'application plus loin. Lorsqu'on regarde l'environnement direct, on voit qu'ils se rejoignent sur l'Arbre Ballon pour rejoindre le ring et arriver à Wemmel et Jet. Donc, on a ici beaucoup de trafic sur l'avenue de l'Arbre Ballon. En inondant de trafic ce carrefour, le trafic depuis Bruxelles et depuis Jet a tendance à utiliser la chaussée de l'Arbeek pour rejoindre les entrées et sorties d'autoroute. Ça, ce sont donc les conséquences sur l'environnement proche. C'est une constatation importante et je vais y revenir plus tard, mais le carrefour ici, entre chaussée romaine, avenue de l'Exposition et avenue de l'Arbre Ballon, va être un carrefour fort utilisé. Lorsqu'on regarde un peu plus loin dans l'environnement, on peut voir que dans le complexe hollandais asymétrique, certains chemins locaux vont être décongestionnés, ce qui veut dire par exemple cette avenue ici, le Limburg-Stirumlaan, ne va plus être aussi congestionné et le Rasselstraat, la rue Rassel, va être décongestionné également, qui est un lien avec Zelig, par exemple. Nous remarquons également que sur la chaussée romaine, plusieurs segments vont avoir moins de trafic dû à ces nouvelles entrées et sorties qui ont été améliorées, mais également parce que le ring est plus sûr et plus fluide.
Ce que nous remarquons à nouveau dans ce complexe, c'est qu'à hauteur du CHU, il y a une augmentation du trafic, ce qui a à voir probablement avec le trafic qui ne fait plus ce mouvement-ci, mais ce mouvement-là, pour arriver au complexe. Dans le deuxième concept, c'est-à-dire le concept SPI, on voit au niveau du complexe qu'il y a pas mal de trafic qui, dans le variant précédent, se retrouve sur l'avenue de l'Arbre-Ballon et mieux réparti. Une partie du trafic reste du côté nord pour atteindre l'entrée et la sortie, et l'avenue de l'Arbre-Ballon va être moins congestionnée. Et donc, on a aussi moins de trafic de ce côté de la chaussée romaine. Un peu plus loin, on voit que les chemins où il y a déjà une diminution du trafic, comme le Limburgstierum, le Russellstraat, et la chaussée romaine, seront utilisés de façon moins intense. Donc, vu que ce complexe fonctionne très bien, les personnes vont utiliser moins de routes coupe-gorge. Ce qu'on voit, c'est qu'actuellement, il y a encore une légère augmentation au niveau du trafic au CHU. C'est des chauffeurs qui souhaitent quand même essayer de rejoindre le complexe par cette route-ci, mais c'est un problème qui existe déjà et qui n'est pas anodin de mentionner. Dans toute cette analyse, nous n'avons pas tenu compte de l'intensité actuelle, mais de l'intensité future, c'est-à-dire l'intensité dans l'année 2030, donc d'ici 8 à 10 ans. Et nous allons donc tenir compte avec tous les développements qui vont avoir lieu d'ici là et avec le trafic supplémentaire suite à ces développements. Nous avons regardé pour les deux systèmes ce que cela veut dire pour la déconnexion. Donc, quel niveau de trafic va arriver à quel carrefour et est-ce que ce taux de trafic peut être déconnecté? Est-ce qu'ils peuvent être traités, oui ou non, gérés, oui ou non? Un carrefour en vert foncé veut dire qu'il y a un bon traitement du trafic. En vert clair, on peut dire que ce traitement du trafic, que c'est assez intense, mais suffisant pendant les heures à forte intensité pour traiter le trafic. Et en rouge, on a un traitement problématique. Donc, dans cette situation, ce carrefour-là deviendra ou restera un problème. Donc, lorsqu'on regarde le complexe hollandais asymétrique, on voit que lors du matin, que le matin, l'avenue de l'Arbre-Ballon traite bien le trafic. Au niveau du carrefour, chaussée sur Bruxelles, avenue de l'Exposition, chaussée romaine, Arbre-Ballon, nous avons un mauvais traitement, mauvaise gestion du trafic. Cela a à voir avec les nombreux véhicules qui se rejoignent là et que beaucoup de lignes de transport commun se rejoignent également ou passent par là. Actuellement, ils sont prioritaires dans le règlement des feux. Donc, un tram va être prioritaire. Les véhicules vont être arrêtés pour que les transports en commun aient un passage, on puisse passer, pardon. Pas uniquement
à cause de la disparition du complexe 8, mais aussi par la situation à l'avenir, nous voyons que c'est un problème qui va persister, ce qui veut dire qu'on va devoir faire quelque chose en concertation avec la communauté bruxelloise, parce que c'est en réalité sur la frontière des deux communautés. Donc, on doit voir comment on peut traiter, solutionner ce problème-là. Lors de l'heure de pointe soirée, nous voyons que le carrefour pour l'entrée et la sortie de l'autoroute devient un problème à ce moment-là. Cela n'est pas suffisant et il y a un problème qui peut à terme être déplacé vers le carrefour en bas. Donc, ce n'est pas une situation idéale. Lorsqu'on regarde la deuxième alternative, nous voyons qu'il y a un carrefour supplémentaire au nord. On voit pendant l'heure de pointe du matin qu'il y a un bon traitement du trafic aux trois carrefours, sauf à ce carrefour chaussée sur Bruxelles, avenue de l'Exposition, chaussée romaine et arbre ballon. Ça, c'est déjà un problème actuel. C'est déjà une boule rouge actuellement. Donc, il serait également rouge si on faisait un schéma aujourd'hui. Lorsqu'on regarde l'heure de pointe de soir, on voit une gestion qui est plutôt bonne et à la hauteur du côté nord est toujours suffisante parce qu'il y a aussi beaucoup de trafic, mais ça fonctionne toujours. Le problème reste celui-ci, évidemment, mais comme on a dit, cela nécessite encore une analyse plus approfondie avec la région Bruxelles-Capitale. Donc, lorsqu'on regarde les deux systèmes, alors du point de vue spatial, on pourrait dire que le complexe asymétrique hollandais prend un peu moins d'espace. Ça, c'est certainement un avantage, mais on voit que l'avenue de l'Arbre Ballon, sur cette partie-ci et sur tout ce carrefour-ci, reste un problème et qu'il y a une utilisation inappropriée via l'avenue de l'Arbre Ballon pour aller à Lucette. Il y a encore des analyses en cours d'un rapport environnemental et aussi une analyse coûts et bénéfices pour voir quels sont les effets sur la qualité de l'air, les nuisances sonores, etc. Lorsqu'on regarde l'alternative SPI avec une branche nord, alors on voit que cela va prendre plus de place. Donc ici, on aura besoin de place supérieure pour pouvoir faire cette partie-ci. Mais d'autre part, c'est que l'avenue de l'Arbre Ballon entre la chaussée de Bruxelles, l'avenue de l'Exposition et la nouvelle connexion ici va devoir gérer moins de trafic. Donc, cela ne pose plus de problème et que tout le système peut être géré de façon acceptable. Et donc, on aura une meilleure répartition du trafic avec ce système. Si tout le trafic se trouve du côté sud pour rejoindre le ring, avec ce système-ci, on pourra garder beaucoup de trafic du côté nord, ce qui fait que la partie venant de Bruxelles et venant de l'avenue de l'Arbre Ballon devra donc accueillir moins de trafic et pourra fonctionner de façon plus fluide. Avec ceci, nous sommes arrivés à la fin de l'explication de la sous-zone 3, comme vous la voyez ici. Vous savez aussi qu'il y a déjà 2 sous-zones qui ont été abordées. Tout à l'heure, à 8 heures, on va discuter de la sous-zone 4, la zone autour de l'échangeur autour de la 12. Et dans les 2 journées suivantes, les 2 autres zones seront expliquées. Comme vous pouvez le voir, non, il y a 4 sous-zones encore qui sont prévues dans les 2 jours
à venir. Donc, si vous êtes intéressé dans l'aménagement des sous-zones de Vilvoorde et Machelen, donc à partir de 18 heures demain pour la zone Vilvoorde et à partir de 20 heures pour la zone Machelen, vendredi 22 avril, nous allons alors discuter de la zone de Zaventem et de la zone de Woluwe-Saint-Étienne et Kruinem qui commencent respectivement à 18 heures et à nouveau à 20 heures. Vous voyez aussi que pour cette dernière session, il y aura donc également de la traduction simultanée qui sera prévue vu qu'on a affaire avec une communauté à faciliter. Et voilà, cela nous amène à la fin de cette partie de la sous-zone 3. Je ne sais pas, Marijn, si tu souhaites encore ajouter quelque chose. Merci pour cette explication. Merci à tout le monde d'avoir participé. Il y avait à peu près 200 personnes. C'est fantastique. Merci aussi aux experts qui ont répondu aux questions. Vous pouvez toujours poser vos questions. On va laisser la session ouverte pendant encore un certain temps. Donc, vous pouvez envoyer vos questions dans le chat et on fera de notre mieux pour répondre encore à toutes vos questions. Je voudrais également remercier les interprètes. C'est la première fois que nous organisons une telle chose, donc c'est bien que cela fonctionne bien. Pour ceux qui veulent encore suivre, tout à l'heure à 20 heures, ce ne sera pas via Zoom, mais via Teams. Vous allez sans doute avoir un lien. Sinon, vous pouvez encore envoyer un mail à werkenandering.be. Encore une question qu'on n'a pas encore répondu et qui est revenue à plusieurs reprises. Pour quand est-ce que ces travaux sont prévus et quand est-ce que ces adaptations et ces grands travaux vont avoir lieu? Eh bien, nous sommes dans la phase actuellement où on va vers un nouveau plan de mise en œuvre spatiale. Tout d'abord, il faut demander les différents permis et puis il faut faire une offre publique. Donc, cela veut dire qu'on a encore pas mal de travail avant qu'on peut commencer les gros travaux. On prévoit plus ou moins 2025 comme la date du début des travaux. Bon, ça dépend encore un tout petit peu de l'entrepreneur où on va commencer en premier lieu. Est-ce que ce sera à Zaventem ou dans la zone OML? Bon, ça, on ne le sait pas encore aujourd'hui. On y travaille encore. Mais bon, ces gros travaux ne sont pas encore pour tout de suite, pas pour dans les 3 années à venir. Mais donc, il est un fait qu'on investit aux différentes structures pour les cyclistes et les entrées et sorties à Vilvoorde et à Zaventem que nous avons déjà anticipées. Donc, si vous avez encore des questions, on laisse la ligne ouverte pendant 5 à 10 minutes. Si vous allez revoir la session, vous pouvez encore toujours poser vos questions à notre site web werkenandering.be ou aussi sur les médias sociaux. Il y a également un formulaire d'inscription, donc nous sommes toujours joignables également après cette session. Et comme je l'ai dit au début, les sessions ont également été enregistrées, seront mises en ligne. Et alors, vous pouvez encore les regarder ou les revoir à votre aise. Donc, vous pouvez encore poser vos questions pendant 5 à 10 minutes. Et sinon, vous pouvez tout simplement quitter cette session. On remercie encore les experts, les interprètes et à la prochaine fois.